Bon matin! Aujourd'hui, on est le 25 juillet. On va lire la quatrième et dernière partie de la quatrième dimension Twilight Zone qui s'intitule Bloom. Le soleil de cette fin d'après-midi commençait à décliner lorsque M. Bloom franchit la porte d'entrée. Mademoiselle Cox, assise au bureau de la réception, leva les yeux puis hocha vivement la tête. « Vous voilà enfin! » Elle se leva et s'avança vers lui avec un sourire de bienvenue aussi beau que ses temps. « Je vous ai attendu tout l'après-midi, Monsieur Bloom. »« Désolé d'arriver si tard, dit Bloom. Mais comment savez-vous qui je suis? » Il n'avait pas achevé sa phrase. Il connaissait déjà la réponse. Après tout, il avait donné son nom au téléphone en posant sa demande d'admission. Il avait dit qu'il arriverait samedi après-midi aussi, lorsqu'un homme de son âge, portant une valise, était entré. Elle avait bien sûr fait le raisonnement aussi simple que 2 et 2 font 4. La réponse de Mademoiselle Cox non plus n'avait pas d'importance, d'ailleurs, mais il écoutait poliment tout de même. « Je m'étais fait une image mentale pendant que vous me parliez au téléphone l'autre jour, dit-elle. En général, mon intuition ne me trompe pas à cet égard. » Elle le fixa d'un air perplexe en plissant ses yeux gris pâles derrière les verres de ses lunettes en monture. « Vous êtes poisson, n'est-ce pas? » Bloom n'était pas du tout poisson, mais il hocha la tête d'un air émerveillé. « Remarquable, murmura-t-il, absolument remarquable. » Les joues creuses de Mademoiselle Cox s'emportèrent de fierté. « Facile comme bonjour, déclara-t-elle. Il suffit d'un peu de pratique et d'observation. Quand on travaille dans une maison de retraite comme celle-ci, on voit tellement de gens aller et venir. » Elle s'interrompit en prenant brusquement conscience de la connotation malheureuse de sa remarque. Mais Bloom fit comme s'il ne l'avait pas relevé. « Assez parlé de cela, dit Mademoiselle Cox. Bienvenue à Val-Radieux. » Levant le poignet gauche, elle jeta un bref coup d'œil à sa montre bracelet. « Bonté divine, il se fait tard. Il vaudrait mieux vous installer avant qu'il soit l'heure de prendre votre petit dîner. » Elle se détourna et Bloom lui emboîta le pas. Un observateur aurait trouvé qu'il formait un drôle de couple. Cette grande femme osseuse en uniforme d'infirmière dominant de toute sa hauteur ce frêle petit vieux qui trottinait à ses côtés. Le frêle petit vieux portait toujours sa valise. Mademoiselle Cox ne lui avait pas proposé de le soulager de son fardeau. Tandis qu'il traversait le vestibule, M. Bloom jeta un coup d'œil curieux sur une pièce dont la porte était grande ouverte sur sa gauche. Elle était suffisamment spacieuse pour contenir une demi-douzaine de lits. Au-dessus de chacun, il y avait une petite étagère et contre le mur opposé, 6 meubles identiques en contreplaqué, où apparemment les pensionnaires devaient ranger leurs vêtements et leurs objets personnels. Au chevet de chacun des lits, il y avait une chaise. 2 seulement étaient occupées. « C'est le dortoir des dames, » dit Mademoiselle Cox. « Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas au complet. Elles étaient 4 jusqu'à la semaine dernière. Mais Madame Shanparver s'est éteinte, et Madame Tompkins est à l'infirmerie en ce moment. Pauvre femme. Le docteur Ryan est passé la voir hier au soir. Il a dit qu'elle avait une pneumonie. Entre nous, je viens peur qu'elle ne s'en remette pas. » Bloom jeta un coup d'œil sur les 2 femmes qui mangeaient. Leur dîner leur avait été servi sur des plateaux qu'elles avaient posés sur des petites chaises pliantes disposées devant elles. L'une était vêtue d'un peignoir recherché, abondamment orné de rubans et de dentelles. C'était le genre de vêtements qui aurait convenu à une jeune fille venant de dire à son petit ami en visite qu'elle avait envie de se changer pour se mettre à l'aise. Mais cette dame était au moins à 50 ans de ce bel âge. Pourtant, ses cheveux blancs étaient bouclés serrés, grâce à l'application récente d'une permanente maison, et elle avait mis une bonne couche de rouge sur ses joues creuses. Bloom estima qu'elle avait largement dépassé 70 ans. « C'est Madame Dempsey, lui dit l'infirmière. Une veuve. » Son sourire vira la grimace de désapprobation tandis qu'elle montrait du doigt le chat blanc à long poil blotti sur les genoux de la vieille dame. « Et ça, c'est Mickey. Je lui ai dit de ne pas le laisser manger sur son plateau, mais elle ne m'écoute pas. » Bloom hocha la tête en regardant l'autre occupante du dortoir. C'était une femme grassouillette, habillée avec soin. Elle avait les cheveux bruns et une expression enjouée. Les cheveux, c'était manifestement une perruque, mais le sourire était authentique. Mademoiselle Cox suivit son regard. « C'est Madame Weinstein. Croyez-moi si vous voulez, mais elle a passé 80 ans.
et elle est encore gaillarde. Son mari aussi est chez nous. Bien sûr, il est dans le dortoir des hommes. Ils passent une grande partie de leur temps ensemble. Mais nous n'avons pas de réfectoire, alors nous préférons que nos pensionnaires prennent leur repas séparément. Vous savez comment c'est, s'ils mangeaient tous ensemble. Cela ferait beaucoup trop de désordre. Et puis, certains d'entre eux suivent des régimes. Par exemple, les Winston ne mangent que cachère. Vous ne pouvez pas vous imaginer les complications que cela fait à la cuisine. Bloom hocha de nouveau la tête, mais les remarques de Mademoiselle Cox sur les pensionnaires le mettaient un peu mal à l'aise. Il avait l'impression de visiter un zoo en compagnie du gardien-chef. Ils se dirigèrent ensuite vers une autre porte ouverte sur le vestibule, mais à droite. Il suivit Mademoiselle Cox, franchit le seuil et se retrouva dans une pièce totalement identique à celle occupée par les femmes. « Voici le dortoir des hommes, » annonça l'infirmière. « Je vous ai donné le premier lit, celui qui est le plus près de la porte. Weinstein préfère celui qui est près de la fenêtre. Il est installé ici depuis des années. Priorité aux anciens, vous comprenez? » Elle jeta un coup d'œil sur la rangée des lits vides. « A.G. est à côté de Weinstein. Et puis ensuite, c'est Conroy et Newt est juste à côté de vous. » Bloom parcourut des yeux la rangée de lits. « Les hommes mangent ici? » demanda-t-il. « D'habitude, oui, dit Mademoiselle Cox. Mais nous sommes samedi et Weinstein et A.G. viennent avec nous dans la salle de télévision. Ils aiment regarder les jeux télévisés. Quant à Conroy, il est dans le salon des visiteurs avec son fils et sa belle-fille. » Bloom remarqua qu'elle n'appelait aucun des hommes monsieur. « Posez votre valise sur le lit, lui dit-elle. Vous pouvez ranger vos affaires dans l'armoire qui est là. Aussitôt que vous aurez défait vos bagages, je dirai à José de vous apporter un plateau avec votre dîner. » Bloom secoua la tête. « Ce n'est pas la peine. J'ai déjeuné très tard. » Si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais bien me reposer un peu. » Comme vous voudrez. Mademoiselle Cox se retourna et marcha vers la porte. Elle s'arrêta et lui lança un regard par-dessus son épaule. « J'espère que vous vous plairez ici. Si vous voulez faire votre toilette, il y a une serviette et un gant sur l'étagère de votre armoire. La salle de bain des hommes est au fond du vestibule. Maintenant, il faut que je retourne à mon bureau. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'aurez qu'à me le demander. » Avant qu'il eût le temps de répondre, elle sortit rapidement, le laissant seul dans la pièce. M. Bloom l'embrassa du regard avec un sourire triste. « Bienvenue au Val-Radieux. » Il parcourut des yeux les lits étroits, recouverts d'une couverture d'un gris terne. Les rabats des draps et les oreillers, un seul pari, étaient blancs, mais avaient eux aussi un reflet grisâtre, conséquence de trop nombreux lavages avec trop peu d'eau de javel. Le soleil de cette fin d'après-midi perçait faiblement à travers les fenêtres, à l'autre extrémité de la pièce, mais ces rayons n'étaient pas assez forts pour dissiper les ombres qui estompaient les contours des étagères suspendues au-dessus des lits, des chaises aux dossiers de bois pleins ou des armoires disposées sur le mur opposé. Tout semblait gris ici, y compris les pensionnaires. Les autres, se corrigea M. Bloom. Tous les pensionnaires étaient des autres payants grâce à la sécurité sociale, à l'assistance médicale aux personnes âgées et aux pensions et à l'épargne. Et aussi longtemps qu'ils paieraient, ils pourraient rester dans leur dortoir gris jusqu'à ce que des ténèbres plus profondes descendent sur eux, les ténèbres de la mort. Val-Radieux n'était pas différente des autres maisons de retraite qu'il avait vues. Rien d'autre qu'un garde-meuble, un de plus où ranger les vieux en attendant leur entrée dans l'oubli. Bloom haussa les épaules, puis ramassa sa valise et la porta sans l'ouvrir jusqu'à la penderie. Il se pencha pour la ranger à l'intérieur, puis il se redressa en bombant le torse. Il était temps de s'y mettre. Le soleil commençait déjà à disparaître à l'horizon, par-delà les grandes fenêtres panoramiques, lorsque Bloom pénétra dans le salon. Apparemment, le match de football et le dîner étaient terminés, car Mme Dempsey et Mme Weinstein étaient assises avec les trois hommes dans les fauteuils et sur le canapé disposé autour du téléviseur. Sur l'écran, un homme assez âgé, avec une tignasse bouclée qui ressemblait, pour la couleur, à de la barbe à papa, souriait à ses auditeurs invisibles. « Permettez-moi de vous répéter cela. » Sa voix vibrante remplissait la pièce. « De la vitamine A pour votre cuir chevelu, votre vue et vos dents.
de la vitamine B pour les cheveux et pour garder des muqueuses saines, de la vitamine C pour les dents et le système circulatoire. Souvenez-vous que la C empêchera vos lèvres de se flétrir. Bloom jeta un coup d'œil sur les hommes. L'un était grand et mince et portait des lunettes à monture d'écaille qui lui donnaient un air érudit et un peignoir de bain qui ne faisait pas du tout savant. Bloom hasarda une supposition. Il devait s'agir de M. Newt, peut-être parce qu'il pinçait la bouche en regardant l'écran, avec une expression de scepticisme stoïque. Celui qui était assis sur le canapé, à côté de Mme Weinstein, devait être son mari, et le gentleman, dans le fauteuil voisin de celui qu'occupait Mme Dempsey, c'était M. A.G. Au premier coup d'œil, il faisait bel homme et semblait bien conservé pour son âge. Il avait manifestement pris une bonne quantité de chacune de ses vitamines par ordre alphabétique. Mais M. Weinstein semblait avoir négligé ses ABC. C'était un petit homme chauve de 80 ans et quelques, au visage ridé. Il gratifiait chaque chose de son long nez, que son long nez humait ou que ses yeux mélancoliques passaient en revue d'une moue de désapprobation. Ses mêmes yeux se levèrent sur le nouveau venu et ses lèvres se desserrèrent tandis qu'il se levait en le saluant d'un signe de tête. « Vous devez être M. Bloom, si je ne me trompe. » Bloom acquiesça du chef. « Et vous, vous êtes Weinstein. » L'homme chauve fit un geste pour désigner sa compagne assise sur le canapé. « Voici ma femme, Madame Winston. »« Winston? » Bloom jeta un coup d'œil interrogateur à la dame grassouillette, à la perruque brune qui se leva et lui tendit la main. « Winston, dit-elle. Sadie Winston. » Elle sourit. « Monsieur Bloom, ne faites pas attention à ce que dit mon mari. Notre fils Murray a changé son nom pour celui de Winston, et mon mari n'est pas du tout d'accord. »« Pourquoi devrais-je être d'accord? Comme il a décidé de faire de la politique, il croit qu'il doit changer de nom pour se faire bien voir. » « Et pourquoi pas, intervient sa femme d'un ton de défi. Tu penses que les gens en Angleterre auraient voté pour un homme qui se serait appelé Winston Churchill? » Ne faites pas attention à elle. M. Weinstein tapota le bras bien potelé de son épouse. Ma femme est assez folle. Les autres membres du groupe s'étaient levés. Ils s'avancèrent et se présentèrent, chacun à leur tour. Bienvenue à bord, dit M. A.G. Sa poignée de main était ferme. C'est tellement agréable de vous avoir parmi nous. Madame Dempsey lui dédiait un battement de ses sourcils. J'espère que vous vous plairez ici. Content de faire votre connaissance, M. Bloom. Un regard interrogateur jaillit comme un éclair de derrière les lunettes à monture d'écaille de M. Newt. Par hasard, vous ne seriez pas prénommé Léopold? Bloom sourit. J'ai bien peur de ne pas pouvoir prétendre à un tel honneur, dit-il. Je n'ai jamais eu le privilège de rencontrer James Joyce, et je ne suis pas natif de Dublin. Vous êtes de Minneapolis, je crois, dit Mme Weinstein. J'ai entendu Mlle Cox parler avec vous au téléphone l'autre jour. Tu as de bien grandes oreilles. Son mari fronça les sourcils d'un air de désapprobation, et Mlle Cox a une trop grande bouche. Il se tourna vers Bloom et lui fit un signe de tête. Asseyez-vous, installez-vous confortablement. Merci. Bloom sourit et jeta un regard vers la fenêtre panoramique. Je me joindrai à vous dans un moment. Si cela ne vous dérange pas, je préfère regarder le soleil couchant plutôt que la télévision. Je vous en prie, dit M. Newt. Personnellement, je préférerais me coucher avec un bon livre ou une mauvaise femme. Malheureusement, l'un et l'autre sont plutôt rares dans les parages. Comme il se réinstallait dans son fauteuil, les autres suivirent son exemple et leurs yeux revinrent se fixer automatiquement sur l'écran. L'homme aux cheveux comme de la barbe à papa leur dispensait encore de sages paroles. Et n'oubliez pas la vitamine E, la vitamine minérale. Si vous menez une vie sexuelle saine, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez continuer dans votre âge d'or. Grâce à une prise quotidienne de vitamine E, votre âge d'or. Bloom se rapprocha de la fenêtre et contempla le soleil couchant. Lui aussi était d'or, mais maintenant son éclat tournait au gris mélancolique. Dans la rue, une bande d'enfants jouait à tapis dans une boîte de conserve, riant et criant dans le jour tombant. Bloom sourit en connaisseur. Le temps de l'enfance. Voilà le véritable âge d'or. Son attention fut attirée vers la ligne qui
qui menait à l'entrée de la maison de retraite. Un autre groupe se tenait devant une voiture garée là. Un homme corpulent et barbu, de 35 ans environ, une femme blonde du même âge et un homme âgé qui tenait la main une valise en carton. Se souvenant de ce que mademoiselle Cox lui avait dit, Bloom devina l'identité du trio. Monsieur Conroy, son fils et sa belle-fille. Il ne pouvait entendre ce qu'ils disaient, mais leur pantomime et leurs gestes étaient éloquents. Une image vaut bien mille mots. La plus grande partie des paroles jaillissaient de la bouche tordue de M. Conroy. Des mots qui plaidaient, des mots qui suppliaient, et la valise tenait aussi sa partie dans la conversation. « Emmenez-moi chez vous » implorait la bouche. « Laissez-moi venir avec vous juste pour le week-end » disait la valise. « Je vous promets que je ne vous dérangerai pas. » L'expression maussade du visage barbu et les hochements répétés de la tête chargée de boucles d'un blond ardent se traduisaient aussi facilement en mots. « Désolé, papa, pas cette fois-ci. Nous sommes pris ce soir. Nous avons promis aux enfants de les amener demain au bord de la mer. » La belle-fille jeta un coup d'œil à sa montre, puis leva les yeux en fronçant les sourcils. Il n'était pas nécessaire de savoir lire sur les lèvres pour comprendre ce qu'elle disait. « Regarde l'heure qu'il est, Joe. Il faut vraiment que nous partions tout de suite. » M. Conroy recula, les épaules apaisées sous le poids de la défaite, tandis que son fils et sa belle-fille s'installaient confortablement dans les sièges baquets de leur Cadillac flambant neuve et claquaient les portières avec ce bruit particulier aux grosses voitures. Le fils mit le moteur en marche, puis appuya sur un bouton pour ouvrir automatiquement la vitre et adressa à son père un sourire d'une cordialité et d'une fausseté sans pareil. De nouveau, Bloom mit les mots qui convenaient dans cette bouche en mouvement. « Peut-être la semaine prochaine, papa, d'accord? » La voiture glissa dans l'allée, tourna à gauche et disparut. M. Conroy resta immobile un moment et il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'il ne la vît plus. Pauvre Léo! Bloom sursauta en entendant une voix derrière lui. Il se retourna et vit M. Agee debout près de lui et qui secouait la tête. Tous les samedis, Léo porte sa valise jusqu'à la voiture de ses enfants, et tous les samedis, il la rapporte et la défait. Il ne l'amène jamais chez eux, 1 ou 2 fois par an, aux vacances. Ils reçoivent et sortent beaucoup, surtout pour la carrière du fils. Il a une très bonne situation. M. Bloom hocha la tête. Je l'avais deviné, rien qu'à son sourire. M. Agee gloussa. « Vous avez le sens de l'humour, M. Bloom. » Bloom ne répondit pas. Il regardait toujours par la fenêtre, observant le vieil homme à la valise qui se détourna et remonta l'allée à pas traînants. Son pied heurta la boîte de conserve des enfants. Pour une raison quelconque, il l'avait mise au bord de l'allée, et maintenant, une petite fille courait vers elle à toute vitesse, prête à taper dedans selon les règles du jeu. Oh, M. Conroy ne la vit pas arriver, ou il s'en moquait complètement. Remarquant la boîte de conserve qui était à ses pieds, il tapa dedans de toutes ses forces et l'envoya valser de l'autre côté de la pelouse. Puis il se remit à marcher à pas lourds dans l'allée. Derrière son dos, la fillette fit une grimace d'exaspération, puis repartit en courant à la poursuite de la boîte de conserve, tandis qu'un petit garçon surgissait de la rue pour la rejoindre. Arrivant la première, la petite fille donna un coup de pied dans la boîte de toutes ses forces, la bouche ouverte pour un cri silencieux que Bloom lança aussitôt. « Roule, boule, tourne boule !» Tous les yeux se tournèrent de l'écran et Bloom accueillit leur regard surpris avec un sourire. « Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès de vous déranger. J'étais en train de regarder des enfants qui jouent là dehors. Je suppose que j'ai dû me laisser entraîner par eux. » « Ne vous excusez pas, dit M. Weinstein. Nous pourrions nous passer de voir le genre de programme qu'il nous offre ce soir. Croyez-moi, c'est comme ça tous les samedis. » Une autre interruption se produisit avec l'arrivée de M. Conroy et de Mlle Cox qui entrèrent ensemble dans la pièce et s'arrêtèrent une fois passé le seuil. Voyant le dernier arrivé debout près de la fenêtre, Mlle Cox lui dit « Vous vous amusez bien, M. Bloom? Pourriez-vous venir ici un moment? J'aimerais vous présenter à l'un de vos camarades de dortoir. » Bloom hocha la tête et s'avança vers elle en se demandant quel plaisir Mlle Cox s'imaginait qu'il pouvait trouver à regarder par la fenêtre. Peut-être le prenait-elle pour un voyeur. Et il ne pouvait vraiment pas considérer les pensionnaires mâles comme ses camarades de dortoir. Le terme s'appliquait mieux aux jeunes garçons d'un pensionnat, à moins bien sûr que Mlle Cox n'eût recyclé cette expression pour la lui appliquer, en pensant qu'ils étaient retombés en enfance. Il chassa hâtivement cette pensée pour se prêter à la présentation.
Monsieur Conroy, je vous présente Monsieur Bloom, notre nouveau pensionnaire. Heureux de faire votre connaissance, dit Monsieur Conroy. Il essaya sans grand succès de sourire. Quant à une poignée de main, lorsqu'il leva le bras, il s'aperçut qu'il portait toujours sa valise. Allons, laissez-moi porter ça, mademoiselle Cox lui arracha la valise des mains. Je vais la ranger à votre place. Pourquoi ne restez-vous pas ici pour faire connaissance avec notre nouvel arrivant? Elle fit un signe de tête à Bloom. Le prénom de M. Conroy est Léo, dit-elle. Puis elle s'interrompit et fronça légèrement les sourcils. Je suis désolée, mais je ne me souviens pas du vôtre. Ne vous excusez pas, Bloom me fit un sourire. Je ne vous l'ai pas dit, mais je devrais l'avoir. Mademoiselle Cox s'interrompit en attendant la sonnerie du téléphone avec une expression maussade. Elle sortit en toute hâte, emportant avec elle la valise de M. Conroy. Bloom se trouva entouré de visages souriants. Bravo, dit M. Weinstein. Vous, au moins, vous savez lui parler. Les autres hochèrent la tête d'un air approbateur. Seul M. Conroy semblait contrarié. Il se tourna avec une grimace d'irritation vers la fenêtre qui donnait sur les rues. Il s'en approcha et regarda dehors en essayant de percer la semi-obscurité. Les sales gosses, murmura-t-il. On leur a dit de ne pas venir jouer dans les parages. Les personnes âgées ont besoin de repos. Madame Dempsey prit la parole. On ne peut même pas les entendre d'ici. Laissez les enfants s'amuser. Je n'ai qu'une seule envie, moi, c'est de pouvoir aller jouer avec eux. Bloom hocha la tête. Pourquoi ne le faites-vous pas, Madame Dempsey? Dit-il doucement. Elle commença à rire, puis s'interrompit lorsque Léo Conroy répondit à sa place. Parce qu'elle est trop vieille, Monsieur Bloom. Bloom secoua négativement la tête. Je pense que l'on peut jouer à tout âge. Lorsqu'on se repose, on se rouille. Un coussin blanc et douteux se déroula soudain sur la coudoir du fauteuil qu'occupait Madame Dempsey. Bloom cligna les yeux, puis reconnut le chat. Madame Dempsey le prit dans ses bras. Tandis qu'elle le berçait, le chat se mit à ronronner, sa maîtresse aussi. Qu'est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas la télévision? Qu'est-ce qu'on pourrait bien aimer là-dedans? M. Weinstein jeta un regard de mauvaise humeur sur le présentateur d'un jeu télé qui souriait et s'excitait, bombardait de questions stupides un concurrent tout aussi stupide. Pourquoi ne pas la fermer? Avec tout ce bouquin, on ne peut même pas penser tranquille. J'aimerais pouvoir faire la connaissance de M. Bloom. C'est une bonne idée. Madame Weinstein hocha la tête d'un air approbateur à l'adresse de son époux. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu la chance de parler avec quelqu'un de nouveau. Parfait, dit M. Mute. L'ennui, avec tous ces jeux télévisés, c'est que personne ne perd jamais, sauf les spectateurs. Il s'avança vers l'appareil et le débrancha. Lorsque l'écran s'éteignit, les autres pensionnaires regagnèrent leur siège. Bloom suivit M. Conroy à l'extrémité du demi-cercle de fauteuils et s'assit entre Mme Dempsey et lui. Son voisin se tourna vers lui. « Est-ce la première fois que vous vous installez dans un foyer de personnes âgées, Bloom? » Il secoua la tête, conscient que tous attendaient sa réponse. « Non, en réalité, M. Conroy, j'en ai déjà fait 6 ou 7. 6 ou 7 foyers. » M. Conroy leva les sourcils broussailleux. « C'est un record, ça, Bloom. Quel est votre problème? Vous n'arrivez pas à vous faire des amis? » Madame Dempsey émit un reniflement d'indignation. « Je trouve que M. Bloom est quelqu'un de très amical, ce que je ne saurais dire de certaines personnes présentes. » Bloom sourit. « Dites-moi, Madame Dempsey, si vous pouviez sortir ce soir pour aller vous joindre à ces enfants, à quoi aimeriez-vous jouer? » Madame Dempsey caressa son chat. « J'aimais toutes sortes de jeux, surtout le cochonnet. J'étais championne de cochonnet à l'école primaire, annonça-t-elle fièrement. »« Ça, c'était le bon temps, dit M. New. Les gosses ne jouent plus au cochonnet maintenant, ils s'intéressent plutôt aux cochonneries. » Madame Dempsey émit un petit rire étonnamment gêné. « Et puis, vous savez, si je pouvais convaincre mon corps de le faire, j'aimerais danser. » M. Edgy se leva et s'avança vers elle en tendant la main. « Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, Madame Dempsey? » Elle gloussa de nouveau et commença à se lever. Puis fit une grimace de douleur et retomba en arrière. « Qu'y a-t-il? » M. Edgy se pencha vers elle avec sollicitude. « Rien qu'une douleur vive. » Madame Dempsey secoua la tête embarrassée. « Je pense que c'est mon arthrite. »« Arthrite, » a repris M. Weinstein. « Depuis quand appelez-vous les maladies par leur prénom? » Tout le monde éclata de rire, sauf M. Conroy. «
parler pour vous, dit-il. Quand vous aurez autant de maux et de douleurs que moi, vous en viendrez à les connaître personnellement. Ne réveillez pas mes souvenirs. Madame Winston jeta un coup d'œil à Bloom. J'aimerais tellement pouvoir courir. Que ne donnais-je pas pour jouer de nouveau à la corde? Monsieur A.J. hocha la tête. Que ne donnerais-je pas pour affronter de nouveau la puberté? Encore vos obsessions sexuelles, murmura M. Conroy. Vous ne pensez donc qu'à ça? Qu'y a-t-il de mal à y penser? Madame Weinstein tendit la main et s'empara de celle de son ami. Je ne peux peut-être plus jouer à ce jeu-là, mais croyez-moi, j'ai quelques beaux souvenirs. Tais-toi. M. Weinstein lui serrait la main. Ta vie a été bien remplie, mon cœur. Ne fais pas ça maintenant, du sentiment avec moi. Il s'aperçut que les souliers de sa femme étaient à côté du canapé et il les désigna du doigt. Remets-les. Une bonne juive ne marche pas pieds nus que lorsque quelqu'un est mort. Madame Weinstein haussa les épaules. Je ne suis pas si orthodoxe que ça. Moi si, dit fermement M. Weinstein. Remets-les. Tu vas prendre froid. Bloom se pencha pour lui demander quel genre de petit garçon étiez-vous, M. Weinstein? Moi? Il sourit. Ce que je préférais, c'était grimper. Je grimpais sur tout ce que vous pourriez me nommer. Comme un chat, je grimpais. M. A.J. fit chorus en hochant la tête. J'aurais voulu être Douglas Fairbanks. Vous en avez encore envie, M. A.J. Madame Dempsey gloussa de nouveau. Saviez-vous que Douglas Fairbanks était juif par son père, dit M. Weinstein? En réalité, il s'appelait Ulmer. M. A.J., perdu au plus profond de ses souvenirs, ne fit pas attention à cette remarque. J'ai cassé presque tous les ressorts du sommier en sautant de ma table de toilette sur mon lit et de là par la fenêtre. De nouveau des rires fusèrent et de nouveau M. Conroy s'abstint. Il était évident qu'il n'avait pas l'intention de se joindre à eux pour cette petite promenade dans l'allée des souvenirs. Pensez ce que vous voulez, dit-il. Moi, je suis content d'être vieux. Il les regarda d'un air de défi. Et lorsque je partirai, mon fils m'a promis de me faire garder dans la glace. Vous l'êtes déjà, espèce d'esquimau glacé, déclara M. Weinstein. Il se mit à rire de sa plaisanterie, puis fut secoué d'une quinte de tout. Sa femme ne t'a pas dans le dos. Fais attention, Harry, le gronda-t-elle. Rappelle-toi ton emphysème. Elle a raison. M. Conroy hocha la tête d'un air lugubre. Il faut regarder les choses en face. Il vaudrait mieux que nous nous rappelions ce que nous sommes aujourd'hui, au lieu d'évoquer ce qui s'est passé il y a 60 ou 70 ans. Mais Mme Dempsey ignora la remarque. Lorsque la quinte de tout s'apaisa, elle se retourna vers M. Bloom. Et vous, demanda-t-elle, à quoi est-ce que vous aimiez jouer? Bloom sourit, à taper dans une boîte de concert. C'est surtout un jeu de garçon, dit-elle. Mon dernier mari, Jack Dempsey, pas le champion de boxe, M. Bloom. Jack Dempsey était le plus gentil des hommes qui ait jamais marché sur la terre. Eh bien, il adorait ce jeu-là. M. Conroy se trémoussa sur sa chaise. À quoi ça rime de parler de tout ça? Pourquoi déterrez-vous le passé, Bloom? Ce n'est pas sain. Mais Mme Dempsey poursuivit sans s'occuper de lui. Comme je vous le disais, M. Bloom, mon mari adorait ce jeu. Sa mère le giflait lorsqu'elle le prenait en flagrant délit de jouer avec une boîte de conserve. Elle disait que cela esquintait les chaussures. Les billes. M. Weinstein hocha la tête en égrenant le chapelet de ses souvenirs. Ça, c'est un jeu. Vous vous souvenez encore des noms qu'on donnait aux billes? Demanda M. A.J. M. Weinstein fit un geste vif. Ne dites rien, je cherche. Il y avait les porcelaines, les agates, les araignées. Madame Dempsey soupira. C'était tellement agréable d'être un enfant. On n'avait à se soucier de rien parce que les grandes personnes s'occupaient de nous. Ici aussi, on s'occupe de vous. M. Conroy lui offrit un sourire trempé dans le vinaigre. Mademoiselle Cox prend grand soin de vous et elle ne vous laisse rien faire du tout. Madame Dempsey ne l'écoutait pas. J'avais tout un tas d'amis et plein de jouets. Les jouets? M. Conroy éleva la voix pour attirer l'attention. Ils ont des jouets ici qui dureront jusqu'à la fin de votre vie. Des bouteilles d'oxygène, des respirateurs, des bassins. Le vinaigre sointait aussi de sa voix maintenant. Vous voulez des amis? M. Bloom, ici présent, essaie d'être amical. Il essaie d'exciter notre intérêt, n'est-ce pas, Bloom?
Monsieur Mute, les sourcils foncés, tenta une diversion. Il se pencha vivement pour s'adresser à Monsieur Weinstein. Harry, comment appelait-on ces grosses billes en verre marron? Durant un instant, Monsieur Weinstein garda le silence. Les autres aussi, et les paroles de Monsieur Conroy atteignirent enfin leur but. Monsieur Agee intervint aussi. Alors, Harry, Monsieur Weinstein haussa les épaules et soupira de chagrin. Je ne sais pas, je n'arrive plus à m'en souvenir. Bloom se pencha en avant. Mais si vous pouvez, dit-il. Elles avaient un point blanc. C'est pour cela qu'on les appelait œil de bœuf. C'est ça. Monsieur Weinstein leva les yeux et lui fit un signe de tête plein de gratitude. Œil de bœuf. Je me rappelle maintenant. Il sourit. Merci, Bloom. Vous êtes un vrai mensch. Bloom promena un regard pensif sur le demi-cercle de visage et retint de nouveau leur attention en disant « Le jour où l'on arrête de jouer, c'est alors que l'on commence à vieillir. On se met à porter des montres, à vouloir que les jours passent à toute vitesse, à compter les semaines et les mois et les années comme si tout cela pouvait durer éternellement. Nous n'avons jamais pris conscience que notre temps s'épuiserait. Et c'est là que nous avons fait une erreur. » Il hocha lentement la tête. Nous n'aurions jamais dû compter, ni avoir hâte de grandir, parce qu'une fois que l'on a commencé à compter, on ne peut plus s'arrêter. La pendule continue à tourner et notre vie s'écoule avec ce tic-tac. Mais quand nous jouions, nous ne nous occupions pas du temps. Nous étions toujours en train d'attendre quelque chose d'autre avec impatience. Une autre chance de bien se cacher, une autre occasion de taper dans le ballon, un autre coup de pied dans la boîte de conserve. Il s'interrompit et examina leur visage en silence. Alors, qui va jouer avec moi? M. Weinstein le regarda en clignant des yeux stupéfaits. À quoi? Bloom sourit. Je vais aller taper dans une boîte de conserve. Qui vient jouer avec moi? M. Conroy secoua négativement la tête. Est-ce que cela vous est arrivé de tomber et de ne pas pouvoir vous relever tout seul? Comment osez-vous nous demander de risquer le peu de vie qui coule encore dans nos veines? Vivre, c'est prendre des risques, Monsieur Conroy. Je ne demande à personne de faire ce que je ne ferai pas moi-même. Mais peut-être que si nous jouons, nous allons mettre la main sur ce qui nous manque à tous un peu. Un peu de jeunesse. Monsieur Conroy désigna ses compagnons d'un geste de mépris. Regardez-les, murmurait-il. Ils se briseront les os s'ils essaient de courir. Leur cœur est trop vieux, leurs poumons sont trop vieux. Madame Dempsey leva timidement les yeux. Mademoiselle Cox ne nous permettra jamais de sortir pour aller jouer, Monsieur Bloom. C'est contre le règlement. Le règlement? Monsieur Bloom secoua la tête. Avez-vous jamais essayé d'arrêter un enfant? Allez-vous laisser le règlement vous empêcher de saisir la chance de redevenir jeune? Bloom mit la main dans la poche de sa veste. Et lorsqu'il en ressortit, il tenait un objet dont la vue provoqua des hoquets de surprise. Dans la paume de sa main, il y avait une boîte de conserve. Indifférent à leurs yeux écarquillés, à leur exclamation de surprise, il replongea la main dans sa poche. Il en tira un mouchoir et se mit à faire briller la boîte vide. Puis, il leva les yeux et hocha la tête. J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Si vous voulez bien me faire confiance, je vous promets que vous vous sentirez de nouveau comme des enfants. Monsieur Conroy ricana. Vous faites des promesses que vous ne pourrez pas tenir, Bloom. Il ne répondit pas. Il s'était déjà tourné vers les autres fonctionnaires. Je voudrais vous voir danser, Madame Dempsey. Et vous, Monsieur Weinstein, est-ce que cela vous plairait de pouvoir grimper de nouveau? Monsieur Weinstein secoua la tête. J'ai grimpé comme un chat. Bloom se leva. Désobéissons au règlement. Que peuvent-ils nous prendre que nous n'ayons déjà perdu? Son défi fut accueilli par un rapide échange de regards, suivi d'un profond silence, rempli d'espoir. Eh bien, qu'en dites-vous? Dit M. Bloom. Ne perdez pas de temps, ou le temps vous perdra. M. Agee se racla la gorge. Quand croyez-vous que nous allons pouvoir jouer? Bloom brandit la boîte de conserve, dont la surface polie réfléchit la lumière. Ce soir même, répondit-il. De nouveau, ils échangèrent des coups d'œil et de nouveau tomba un silence lourd d'expectative. M. Weinstein regarda par la fenêtre. La rue était presque invisible dans les ténèbres. Vous voulez dire maintenant?
Il secouait tristement la tête. Vu parce que Mademoiselle Cox ne nous voit pas, elle nous enfermerait et jetterait la clé. Ce n'est pas comme ça que nous allons procéder, lui dit Bloom. Je propose que nous restions couchés jusqu'à minuit. Puis, après nous être assurés que Mademoiselle Cox est profondément endormie, nous sortirons sans faire de bruit. Sensationnel. Madame Weinstein battait les mains. Monsieur Newt approuva. Je suis d'accord. Rien d'y penser, cela me donne envie de baiser. Surveillez votre langage, Monsieur Weinstein le menaça du doigt. Je n'aime pas que l'on dise des choses inconvenantes devant ma femme. Derrière ses lunettes à monture d'écaille, les yeux de M. Newt pétillaient de plaisir. Pas de baiser, dit-il, de biaiser, avec un i en plus, biaiser, pour tromper Mademoiselle Cox. Il éclata d'un rire joyeux. Je vous ai bien eu cette fois, Harry. M. Weinstein secoua la tête. Rappelez-vous ce qui est écrit dans le Talmud. Celui qui veut jouer au malin, personne ne l'aimera. Puis il lui tourna le dos pour rejoindre sa femme, Madame Dempsey et M. Agee, agglutinés autour de nous. Une excitation presque palpable rayonnait dans la pièce. M. Newt s'avança d'un pas et tendit la main pour toucher la boîte de conserve. Il sentit des picotements dans ses doigts. Vous ne nous faites pas marcher, M. Bloom. Pensez-vous réellement que nous puissions sortir avec la boîte sans être pris? Vous n'avez pas une chance de réussir. La voix de M. Conroy était chargée de mépris. Il était resté opiniâtrement assis dans son fauteuil et secouait la tête tandis qu'ils se tournaient tous vers lui pour le regarder. Je parierais 5 $ que pas un de vous, croulant que vous êtes, n'êtes capable de garder les yeux ouverts passé 10 heures ce soir. Bloom sourit. Ne vous en faites pas pour ça. Je suis un vrai couche-tard. Il se retourna vers le groupe. Vous devriez essayer de dormir quelques heures. Puis, au moment voulu, je penserai vous prévenir. M. Conrad grommela. Ne prenez pas la peine de me réveiller. Je suis vieux, mais pas assez débile pour sortir de mon lit au milieu de la nuit et participer à un jeu de gosse complètement ridicule. Durant un instant, on sentit le groupe hésiter. Puis M. Newt fit un signe de tête à Bloom. À tout à l'heure, dit-il. Se retournant, il désigna la porte d'un geste à ses compagnons. Allons-y, murmura-t-il. Il est temps pour nous, fous que nous sommes, de prendre un peu de repos avant d'aller jouer. M. Conroy resta seul dans le salon à regarder le bulletin d'information de 10 heures. Il l'écoutait toujours avant d'aller se coucher. Il n'allait tout de même pas le rater à cause des inepties de ce soir. Il ne comprenait pas comment les autres pensionnaires avaient pu se laisser prendre à de telles sottises. À leur âge, ils devraient être plus raisonnables. Si ces imbéciles croyaient que jouer à taper dans une boîte de conserve à minuit leur rendrait la jeunesse, ils allaient recevoir une bonne leçon. Personne ne peut faire reculer une pendule. C'était prendre ses désirs pour des réalités. Il voulait la jeunesse, mais tout ce qu'il gagnerait, ce serait une fracture du fémur, une attaque ou même une crise cardiaque. Tout cela n'était que folie. Il devait être complètement fou pour écouter quelqu'un comme Bloom, parce qu'il était le plus fou de tous. Durant un instant, il se demanda s'il ne fallait pas aller prévenir Mademoiselle Cox qu'un malade mental était venu se réfugier sous son toit. Puis il écarta cette idée avec un haussement d'épaule. Pourquoi lui ferait-il une faveur? Laissons-la découvrir le poteau rose. Ce que les autres faisaient, ce n'était pas son affaire. Lui, son affaire, c'était de regarder le bulletin d'information pour s'assurer une bonne nuit de sommeil. Certaines personnes comptaient les moutons, mais M. Conroy avait trouvé un meilleur truc. Il regardait les nouvelles et comptait les événements qui s'étaient passés dans la journée. Tout en écoutant le commentateur, il pointait sur sa feuille de marque imaginaire. 3 meurtres, 2 viols, 6 agressions, une attaque à main armée, 3 incendies dont 2 étaient certainement criminels, plus en prime, 4 guerres et une révolution. Ce n'était pas une mauvaise soirée. Rien que de penser à ce qui se passait dans le monde, cela suffisait à vous donner envie de dormir. Satisfait, M. Conroy se leva, éteignit le téléviseur et traversa le hall en traînant les pieds. Lorsqu'il arriva au dortoir, il fut accueilli par les ronflements de ses compagnons. Il se déshabilla dans le noir, sans faire de bruit, afin de ne pas les déranger. Le seul son qui s'élevait parmi les ronflements fut le faible plouc de son dentier qu'il laissa tomber dans un verre d'eau placé sur l'étagère, au-dessus de son lit. Puis il se tortilla pour se glisser entre les draps
et quelques secondes après, il ronfla en chœur avec les autres. M. Weinstein avait eu du mal à s'endormir. Habituellement, à peine la tête sur l'oreiller, il sombrait comme une pierre, mais ce soir, c'était différent. Il était arrivé tant de choses qu'il avait envie de les repasser dans sa tête. Bien sûr, ce Bloom était un Michiganer, mais cela n'avait pas d'importance. Pas une seconde, M. Weinstein n'avait cru qu'il suffisait de sortir de son lit bien chaud et d'aller jouer avec une boîte de conserve au milieu de la nuit pour se sentir jeune de nouveau. La fontaine de jouvence était définitivement tarie pour les personnes de son âge. Mais il était disposé à tenter l'expérience, ne serait-ce que pour rompre la monotonie de la vie. Peut-être Bloom était-il un vrai museau de 18 carats, mais au moins il leur apportait un peu d'action. Il leur permettrait de penser à autre chose. Il ouvrait la fenêtre et il laissait entrer un peu d'air frais. Et puis, même si Bloom ne pouvait pas vraiment les rejoindre, ne fût-ce qu'accomplir quelque chose de nouveau, ils se sentiraient plus jeunes pendant un petit moment. Cela les aiderait à lutter contre l'ennui. C'est ce qu'il y a de pire quand on vieillit, trancha M. Weinstein. On prend l'habitude de s'ennuyer, on reste assis toute la journée pendant que le monde évolue. Au bout d'un moment, on ne s'aperçoit même plus qu'il y a des changements. Et puis, brusquement, on regarde autour de soi et tout est différent. Maintenant, tous les garçons s'appellent David et toutes les filles Jennifer. Mais une chose n'avait pas changé. Les enfants possédaient toujours la jeunesse, la force, la santé. Et M. Weinstein les enviait. Lui, tout ce qu'il possédait, c'était un cœur en mauvais état et la pauvre Sadie qui se plaignait d'avoir mal au dos. C'est drôle, tout le monde se plaint toujours d'avoir mal au dos, et jamais personne ne dit qu'il a mal au devant. Il faut que j'essaie de comprendre cela. M. Weinstein essaya encore de résoudre ce problème lorsqu'il s'endormit. Dans le dortoir des femmes, Mme Dempsey dormait déjà, les pieds couchés en rond à côté de son oreiller. Dans son rêve, le chat blanc fit brusquement place à Jack, son mari, et elle ne perdit pas de temps. Ils se mirent à faire l'amour. À un moment donné, Jack Dempsey devint Clark Gable, mais Mme Dempsey n'éprouva aucun inconvénient. Elle continua à faire l'amour. M. Agee ne rêvait pas d'une vedette de cinéma. Il était lui-même une vedette. Un bel et impétueux Douglas Fairbanks qui balafrait le visage d'un scélérat du Z de Zorro, croisait le fer avec les trois mousquetaires, partait pour Bagdad sur un tapis volant et se balançait d'arbre en arbre sur la forêt de Sherwood avec l'aisance et la grâce de Robin des Bois. Madame Weinstein s'agitait nerveusement dans son lit. Si seulement Mademoiselle Cox voulait bien leur donner une chambre où Harry et elle pourraient dormir ensemble, les choses changeraient peut-être. Non pas qu'ils puissent faire des bêtises, personne ne faisait de bêtises à leur âge, même en prenant des vitamines. Mais au moins, ils seraient ensemble, comme ils l'avaient été pendant tant d'années. Mais supposons qu'Harry soit là, quelle différence cela ferait-il? Il ne se dirait probablement rien. Comme elle se sentait maintenant, elle avait surtout besoin de dormir. Le visage insensible, les membres raides, Mme Weinstein sombra dans le sommeil comme une bûche tendue. M. Miout, lui, s'endormit sans penser au tort. Récemment, il avait appris des tas de choses sur cette curieuse créature. Et maintenant, chose étrange, elle trottinait dans ses pensées, se creusant des terriers dans son cerveau, comme elle le faisait dans la terre des savanes d'Afrique. Là, dans l'obscurité tiède, elles se blottissaient les unes contre les autres, ne s'aventurant dehors que pour apporter de la nourriture dans les étroites et noires galeries où elles passaient toute leur existence, à demi aveugles et affamées. C'étaient de misérables créatures menant une vie misérable. Mais quelle différence y avait-il entre la vie des taupes et celle qu'ils menaient au bal radieux, entassés entre les quatre murs d'un prétendu salon, assis, à moitié aveugles, à regarder un écran de télévision, ou à redigérer leur passé, définitivement coupé du monde extérieur. M. Mio se posa encore la question lorsqu'il s'enfonça comme une taupe dans les ténèbres du sommeil. Mademoiselle Cox dormait aussi. Bloom ouvrit tout doucement la porte de sa chambre, à l'autre extrémité du vestibule, et l'observa un moment. Sa lampe de chevet était restée allumée. Elle avait dû s'assoupir en lisant, car un roman d'amour en édition de poche était posé à côté d'elle. C'est sur de telles balivernes que sont bâtis les rêves. Bloom sourit et referma la porte. Puis il se retourna et traversa le vestibule. Il était exactement minuit lorsqu'il traversa dans le dortoir des hommes et s'avança dans la demi-obscurité.
sécurité jusqu'au chevet de M. Mute. Il se pencha sur lui et le secoua doucement par l'épaule. « Monsieur Mute, c'est l'heure, chuchota-t-il. » M. Mute ouvrit les yeux et se dressa sur son séant en rejetant les couvertures. Il ne s'était pas déshabillé. Son peignoir de bain, inutilisé, était resté sur la chaise à côté de lui. Bloom lui jeta un regard approbateur. « Je vois que vous êtes resté habillé. Qu'ont fait les autres? » M. Mute hocha la tête. Ils se sont couchés tout habillés, comme je leur ai conseillé. Tous, sauf Conroy. Il est dû arriver plus tard et je vois qu'il a mis son pyjama. Essayons de ne pas le déranger, dit Bloom. Si vous voulez bien réveiller les autres, moi je vais voir si les dames sont prêtes. Nous nous retrouverons dehors, sur la pelouse derrière la maison. Je suis allé reconnaître le terrain afin de trouver un endroit favorable, et je pense que c'est là que nous serons nus. Très bien. Monsieur Mute prit ses lunettes posées sur l'étagère au-dessus de son lit. À tout de suite. Lorsque Bloom sortit sur la pelouse, les autres pensionnaires l'attendaient déjà. Tenant à la main la boîte de conserve, il vint se placer au centre du gazon et fit signe aux autres. « Prêt? » demanda-t-il. « Prêt à tirer, Monsieur Agee fit un clin d'œil à Madame Dempsey. Elle secoua la tête dans son chat contre son cœur. Monsieur Weinstein haussa les épaules. « Je me sens comme un schlemiel, murmura-t-il. « Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? » Ça y est, dit Bloom, c'est parti. Il lança la boîte en l'air. Tandis qu'elle retombait, tournoyant en spirale, en miroitant, ils coururent s'embusquer dans la haie et les arbustes qui bordaient la pelouse sur les trois côtés. Bloom baissa les yeux sur la boîte, puis à haute voix, il compta lentement jusqu'à 10. Il se retourna, se dirigea vers la haie qui se trouvait sur sa droite et se mit à la recherche des autres joueurs. Derrière son dos, ils étaient déjà en train de se faufiler, un par un, hors de la cachette respective, afin d'aller donner un coup de pied dans la boîte. Lorsque Bloom regarda de nouveau au centre de la pelouse, il fut accueilli par des rires et des gloussements. « On vous a eu cette fois, » cria Madame Dempsey. « C'est vrai. » Bloom hocha la tête. « Alors c'est encore moi qui colle. » Il lança la boîte. Les autres vieux coururent. Bloom compta et au-dessus de lui, la pleine lune revêtait la nuit d'un éclat argenté. Dans le dortoir, M. Conroy s'agitait et se retournait dans son lit. Les voix des vieilles personnes qui étaient sur la pelouse filtraient faiblement à travers son sommeil. Mais comme leur jeu se prolongeait, le son de leurs cris et de leur rire commença à changer. Les tonalités aiguës résonnaient maintenant comme des voix d'enfants. « Roule, boule, tourne boule !» cria l'entre-deux. « C'est ça, là. » Marmonnant dans son sommeil, M. Conroy enfouit sa tête sous le rire. Sur la pelouse inondée par la clarté de la lune, un petit garçon de cheveux roux caracolait joyeusement, les manches et les jambes de pantalon du costume de M. Moore battaient et claquant. « Des gosses !» cria-t-il. Ils étaient tous redevenus des gosses, des enfants rieurs, habillés des vêtements trop grands d'Harry et Sally Weinstein, de M. Agee et de Mme Dempsey. Celle-ci tenait toujours son chat, qui était maintenant un chaton. M. Weinstein regardait la mignonne petite fille qui était à côté de lui. « Sally ?» Elle secoua la tête très vite. « C'est toi, Harry ?» Il leva la main et lui pinça la joue. Un vrai petit miskit. Le jeune monsieur Mute battit des mains avec exubérance. « Des gosses !» cria-t-il de nouveau. « Regardez-nous, ça a vraiment marché !» Remontant les jambes de son pantalon, M. Agee, petit garçon, jeta un coup d'œil vers Bloom qui était assis tout seul sur un banc près de la porte de derrière. « Monsieur Bloom, ça va bien? » Bloom hocha la tête. « Très bien. » La petite Madame Dempsey se retourna et le regarda, les yeux écarquillés. « Mais vous êtes resté vieux? Vraiment? » « Je n'avais jamais envisagé cela comme cela. » Il le renvoya du geste. « Ne vous faites pas de soucis pour moi. Contentez-vous de vous amuser. » Ils jouèrent de tout leur cœur, réalisant leurs fantasmes de jeunesse sous la pleine lune. Madame Weinstein et Madame Dempsey dansèrent ensemble, deux petites silhouettes de poupées tournoyant au clair de lune. M. Agee se lança dans un duel avec un adversaire imaginaire, forçant l'ennemi invisible à reculer. Il sauta sur le banc où Bloom était assis, lui laissant tout juste le temps de se lever avant que son siège ne se renversât. Retombant sur ses pieds avec la grâce de Fairbanks, Agee continua à donner des coups d'épée dans le vide jusqu'à ce qu'il arrivât près des petites filles qui dansaient. Interrompant son duel, il fit un clin d'œil à Mme Dempsey. «
Venez danser avec moi, cria-t-il. Madame Dempsey se jeta aussitôt dans ses bras. Il l'étreignit et essaya de l'embrasser. Elle se libéra en se dépassant et secoua la tête. « Oh non, monsieur Edgy, laissez-moi tranquille. »« Dac. » Monsieur Edgy sourit, puis il se retourna et tenta d'embrasser madame Weinstein. « Non, dit-elle en secouant la tête, vieux cochon. Plus maintenant. » Monsieur Edgy se précipita de nouveau sur elle. Tout en luttant, elle tourna la tête et appela par-dessus son épaule. « Harry, où es-tu? » M. Weinstein apparut et se balançant, se tenant d'une seule main à la grosse branche basse d'un arbre. « Edgy, laissez ma femme tranquille. » Comme Edgy le lâchait, Mme Weinstein se retourna et jeta un coup d'œil anxieux sur son mari. « Harry, ton cœur! » M. Weinstein éclata de rire. « Mon cœur, tu veux rire? » Se balançant encore plus fort, il poussa le cri de Tarzan. Les vêtements flottants. Le petit monsieur Newt fit une culbute sur la pelouse et se releva aux pieds de Bloom. Au même moment, M. Edgy le rejoignit d'un bond. « Écoutez, dit-il, je ne veux pas avoir l'air d'un ingrat, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas rajeuni comme nous? » Bloom haussa les épaules. « Je préfère garder mon âge véritable et essayer d'avoir l'esprit jeune. » Son hochement de tête engloba les autres enfants qui s'approchaient de lui. « Mais votre souhait s'est réalisé. Vous êtes redevenus des enfants. Vous avez toute la vie devant vous. » Un froncement de sourcils qui n'avait rien d'enfantin rida le front de M. Newt. « Ma vie n'a pas été drôle, murmura-t-il. J'ai eu une vie formidable, dit M. Edgy. Je peux encore faire le poirier pendant 60 ans. Qui a envie de vivre la tête en bas, dit M. Weinstein. Moi, je commençais tout juste à désirer avec impatience la stabilité. Sa femme frissonna dans la brise qui s'élevait par-delà la haie. J'ai froid. Où allons-nous passer la nuit? Où pouvons-nous aller? Qui va s'occuper de nous? M. Weinstein passa son bras autour de ses épaules. Pas de problème, dit-il. Nous allons frapper à la porte de notre fils et lui dire « Laisse-nous entrer, Murray. Nous sommes tes parents. » Il ne te fait pas de soucis. Tu sais combien il aime les enfants. Madame Weinstein soupira. « Je t'aime, Harry, mais je n'ai pas envie de revenir en arrière et de tout recommencer. » Attendez une minute, dit M. Edgy. Réfléchissons bien. Il y a tant de choses qui nous attendent. Je pense au plaisir de l'amour. Madame Dempsey parut consternée. Jack Dempsey n'est pas là. Je ne le rencontrerai plus jamais. Tout en parlant, elle baissa les yeux sur sa main gauche, puis elle poussa un cri. « Mon alliance! J'ai perdu mon alliance! » Elle se jeta à genoux et se mit à fourrager dans l'herbe. Les autres se joignirent à elle. Tout en cherchant désespérément un tâton, Madame Dempsey secoua la tête. Je n'avais pas vraiment demandé à redevenir jeune. Tout ce que je voulais, c'était danser. Je peux être vieille et danser. À côté d'elle, M. Newt hocha la tête. Je ne veux pas retourner à l'école. L'école, ce n'est rien, dit M. Weinstein. Mais travailler encore pendant 40 ans. Pas question. Il remarqua que sa femme était pieds nus, une fois de plus. Montrant du doigt les souliers trop grands abandonnés près du banc, il lui ordonna. « Remets-les. Personne n'est mort ici. » Madame Weinstein obéit, mais cette allusion à la mort vint jeter un voile de tristesse sur son visage de petite fille. Je ne veux pas perdre de nouveau un par un tous ceux que j'aime. Je me souviens de la nuit où mon père est mort. On a fait sa toilette et puis nous, les enfants, on nous a envoyés dehors. Nous avons vu la comète de Halley. J'étais trop jeune pour voir la comète de Halley, dit Madame Dempsey. Je devais la voir à l'âge de 80 ans. M. Bloom dit avec douceur, plus que 2 anniversaires pour y arriver. Madame Dempsey, à quel âge préférez-vous la voir? À 8 ans ou à 80 ans? Madame Dempsey se pencha, prit son chat dans ses bras. 80, murmura-t-elle. Bloom hocha la tête et tendit la main. Regardez, on dirait que j'ai retrouvé votre alliance. Souriant avec gratitude, Madame Dempsey glissa l'anneau trop grand à son petit annulaire. Je préfère cela, dit-elle, et garder tous les souvenirs qui y sont attachés. Moi aussi, dit Madame Weinstein. Malgré tout, je suis contente de la vie que je mène. Il faut vivre au jour le jour. Je suis d'accord avec toi, dit son mari. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de rendre ces jours-là plus agréables. Bloom sourit. Dans ce cas, retournez vous coucher.
Peut-être vous réveillerez-vous dans votre vieux corps, mais avec un esprit redevenu jeune. Il ramassa la boîte de conserve et se dirigea vers la porte de derrière. Et tous le suivirent à la queue leu-leu, comme les enfants derrière le joueur de flûte. Seul M. Edgy semblait rechignant. On ne peut pas discuter encore un peu, je suis pas fatigué, moi. On ne peut pas continuer à vivre ainsi éternellement, dit M. Weinstein. C'est amusant pendant un moment, mais qui a envie de passer le reste de ses jours à jouer à une boîte de conserve? Bloom ouvrit la porte et leur fit signe. Entrez, chuchota-t-il, et souvenez-vous, pas de bruit. Ils passèrent devant lui, un par un, et pénétrèrent à pas de loup dans le vestibule. M. Newt fermait la marche, et lorsqu'il arriva sur le seuil de la porte, il s'arrêta et baissa les yeux sur la boîte de conserve que Bloom tenait à la main. Je voudrais vous poser une question. Je ne comprends toujours pas comment vous avez fait cela. Cette boîte possède-t-elle un pouvoir magique? Pas vraiment. Bloom la lança dehors. Elle fit un vol plané au clair de lune et atterrit dans l'ombre, au-delà de la pelouse. La magie est en lui. M. Conroy dormait encore lorsque ses compagnons pénétrèrent dans le dortoir. C'est le chuchotement de ceux qui étaient dans le vestibule qui le réveilla. Mais je ne suis pas d'accord pour revenir, je veux rester comme je suis. Conroy n'identifiait pas le soprano enfantin de M. Edgy, mais il reconnut la voix de Bloom lorsqu'il répondit « C'est à vous de décider. Vous êtes bien certain? »« Absolument sûr. »« Alors soit, dit Bloom, mais vous feriez mieux de retourner tout de même dans votre lit avant que quelqu'un vous aperçoive dans le vestibule. » C'est alors que M. Conroy ouvrit les yeux, juste à temps pour voir Bloom entrer, suivi par un petit M. Edgy. La vue de l'enfant dans ses vêtements trop grands suffit à plaquer M. Conroy, raide comme un piquet contre le bois de son lit. Il jeta un coup d'œil sur les petites têtes de M. Newt et de M. Weinstein, déjà nichés sur leur oreiller. « Mon Dieu, le bois !» s'écria M. Conroy, ignorant le geste que fit Bloom pour le retenir. Il sauta hors de son lit et se précipita dans le vestibule. La porte du dortoir des hommes était fermée lorsque M. Conroy revint. Mademoiselle Cox, vêtue dans des habits à francs le suivant en trébuchant. « Ne fais pas un rêve, je les ai vus! » La voix de M. Conroy résonnait dans le couloir. « C'est des gosses qui se sont couchés dans les lits! » Mademoiselle Cox secoua la tête, incrédule, avec une telle énergie que ses bigoudis s'entrechoquèrent. Elle ouvrit la porte en soupirant et regarda à l'intérieur. M. Newt, M. Weinstein et Bloom étaient profondément endormis, leurs visages ridés tressés contre le rideau. Le lit de M. Edgy était aussi occupé, mais il avait remonté le drap par-dessus sa tête. M. Conroy recula sous le regard accusateur de Mlle Cox. « Mais c'était des enfants, bredouilla-t-il. Vous avez eu un cauchemar. » La voix de Mlle Cox, empreinte d'une résignation épuisée, s'adoucit, tandis qu'elle prenait le vieil homme par le bras. « Venez, je vais vous accompagner jusqu'à votre lit. » Elle fit entrer M. Conroy dans la pièce, et c'est alors que le lit de M. Edgy entra en éruption. Le jeune garçon surgit dans un tourbillon de couverture. Se servant du lit comme d'un trampolino, il rebondit de haut en bas, puis il s'élança sur le rebord de la fenêtre, en un saut que n'aurait pu renier Douglas Fairbanks lui-même. Il ouvrit la croisée, se retourna et salua Mlle Cox. « Bienvenue dans la forêt de Sherwood, gentille dame, » et souriait M. Conroy. « Alors, Seigneur Guy, vous ne me souhaitez rien? » M. Conroy resta froid, les yeux écarquillés, mais la colère de Mlle Cox lui rendit sa voix. « Qu'est-ce que vous faites ici, petit galopin? Comment osez-vous? »« Soyez assuré que Robin des Bois n'a que des intentions pacifiques, » cria M. Edgy. Maintenant, les autres pensionnaires étaient assis dans leur lit et regardaient M. Conroy marcher en chancelant vers l'enfant, en équilibre sur le rebord de la fenêtre. « Amenez-moi avec vous. » Le regard impuissant de M. Edgy se fixa sur Bloom, qui sourit tristement puis secoua la tête. M. Edgy baissa les yeux sur le vieil homme. « Il est trop tard, Léo. Vous devez rester tel que vous êtes. » Mlle Cox s'avança vers la fenêtre. La fureur éclatait sur son visage. Comme elle levait le bras pour s'emparer de la petite silhouette accroupie, M. Edgy lui tourna le dos et saisit une branche d'arbre qui se balançait juste devant la fenêtre. « Hop, et je m'en vais » cria-t-il. Puis il disparut dans la nuit.
Bloom sourit, comme tous les autres, même M. Conroy. Tous les autres, sauf Mademoiselle Cox, bien entendu, elle s'était évanouie. Le soleil brillait de nouveau sur Valradieu, brillait sur la pelouse devant la maison où les pensionnaires s'étaient rassemblés. D'un camion garé dans l'allée, des jeunes gens déchargeaient des arbustes et des rosiers qu'ils plantaient dans les plates-bandes bêchées à cet effet de chaque côté. M. Mute hocha la tête d'un air approbateur. « Nous aurons le jardin de derrière, dit-il à ses compagnons. Nous allons planter des pieds de tomates le long de la clôture et peut-être des courges et des pavots rouges, ceux qui s'ouvrent le matin. » Il se retourna vers Madame Dempsey, comme Madame Dempsey traversait la pelouse en se dirigeant vers eux, un panier à la main. « Je vous ai préparé un pique-nique, annonça-t-elle. Nous pourrions prendre un taxi pour aller jusqu'au lac. » Elle regarda le chat blanc qui se frottait à ses jambes. « Cela fait des années que je promets à Mickey d'aller jeter un coup d'œil sur ce lac. » Madame Weinstein sourit. « Parlons-en à M. Conroy, il pourra amener son petit-fils. Les gosses adorent l'eau. » De la porte d'entrée grande ouverte jaillit une voix plaintive. « Monsieur Agee, Monsieur Agee, est-ce que quelqu'un a vu Monsieur Agee? » M. Weinstein haussa les épaules. « Je parie qu'il est au stade. »« Ou au cinéma, dit sa femme. » Madame Dempsey hocha la tête. « Il est sûrement au cinéma, probablement pour voir un film de karaté. » Tous éclatèrent de rire, et leur voix s'élevait, haute et claire, dans la lumière de l'après-midi. En les entendant, Bloom hocha la tête. Il était dans le dortoir des hommes en train de faire sa valise quelque peu minable. Puis il la saisit, traversa le vestibule et sortit par la porte de derrière. Une fois dans la cour, il vit M. Conroy qui donnait des coups de pied dans une boîte de conserve, trop absorbé par son jeu pour voir Bloom passer rapidement devant lui. Ce n'est qu'en entendant la voix de Mademoiselle Cox jaillir de la maison que M. Conroy leva les yeux. « Monsieur Agee, Monsieur Agee, où êtes-vous? » M. Conroy rit tout seul. « Où qu'il soit, vous ne pourrez pas le retrouver. » Bloom tourna et s'engagea dans l'allée, sans que personne le remarquât. La dernière chose qu'il entendit, ce fut le bruit que faisait M. Conroy en donnant des coups de pied dans sa boîte de conserve. Bloom longea la rue, sa valise à la main. Il marcha longtemps, car le soleil était déjà en train de décliner, lorsqu'il atteignit sa destination. S'arrêtant devant une grille de fer forgé qui fermait un haut mur de pierre, il regarda entre les barreaux et vit un panneau de bois signalant un long bâtiment qui se déployait au fond. Il lut « Maison de convalescence du docteur Guézefard ». Il ouvrit la porte, le portail qui grinça et remonta en l'allée. Une femme en uniforme d'infirmière semblait attendre près de l'entrée. « Monsieur Bloom, dit-elle. » Il hocha la tête. « Bien, nous attendions votre arrivée. » Elle se retourna, franchit la porte, fit traverser le vestibule à M. Bloom et le conduisit jusqu'à une grande salle. S'arrêtant sur le seuil, elle brisa le silence maussade. « Excusez-moi, mesdames et messieurs, notre nouvelle hôte est arrivée. » Bloom regarda le lugubre troupeau de personnes âgées assises dans la pénombre, tandis qu'ils levaient tous les yeux sur lui, et jeta un coup d'œil vers la fenêtre panoramique qui s'ouvrait au fond de la pièce. Puis il sourit et entra. Dehors tombait le crépuscule. C'est ce qui met fin à la quatrième et dernière partie du livre, la quatrième dimension, Twilight Zone. C'est aussi ce qui met fin à cette semaine de lecture à voix haute. On se retrouve lundi. Bonne journée, bonne fin de semaine.